Bonsoir, c'est l'heure d'audition publique sur LCP Public Sénat avec Le Figaro, notre rendez-vous en direct du lundi soir avec une question parmi toutes celles qui vont être posées au cours de cette heure que nous allons passer ensemble. Va-t-il y avoir un avant et un après confinement du point de vue politique? Les Français voudront peut-être avoir leur mot à dire, les parlementaires également. Notre invité aujourd'hui est justement Marc Fesneau. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ministre des Relations avec le Parlement. Comme tous les lundis, nous allons retrouver tout à l'heure Tam Tranui et Brigitte Boucher des chaînes parlementaires. Et puis deux parlementaires qui vont entrer en dialogue avec vous, qui sont avec nous en duplex. Vincent Eblé pour le Sénat et Philippe Gosselin pour l'Assemblée nationale. Ils se demandent eux aussi quand la vie va reprendre normalement au Parlement, parce qu'ils trouvent que parfois ça va être trop vite, et puis bon, mais ils vous diront tout ça. Et puis le regard d'Yves Tréhard du Figaro à la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez réagir avec le hashtag audition publique sur les réseaux sociaux ou sur lefigaro.fr. Le tout sera relayé par la rédaction du Figaro Live que nous retrouverons tout à l'heure. Une petite question, Marc Fesneau. On est à la deuxième semaine du déconfinement. C'était la rentrée des collèges aujourd'hui. Il y a eu la rentrée des écoles la semaine dernière. Puis certains, notamment des politiques, disent « Moi, si j'avais des enfants, je ne les enverrais pas à l'école ». Qu'est-ce que vous avez fait, vous, J'ai envoyé mon petit dernier qui a 6 ans à l'école. Sans crainte ? Et ceux qui sont un peu plus âgés, ils iront au collège sans doute au début du mois de juin. Sans crainte, vous n'avez pas de crainte, vous ? Sans aucune crainte. D'abord, il y a une question d'exemplarité, parce que je ne peux pas à la fois dire que je trouve logique de reprendre le chemin de l'école et ne pas se l'appliquer à soi-même, une question de cohérence politique. Mais au-delà de la cohérence politique, à titre individuel et plus personnel, j'avais pas de crainte particulière et j'avais, du côté enfant, plutôt l'envie pour eux de retrouver non seulement leurs camarades, mais aussi de retrouver une vie d'école. Donc, je trouve ça très bien. Je comprends les craintes qu'on puisse se nouer. On peut comprendre ces craintes-là, mais je pense que c'est une bonne chose que les enfants, au fur et à mesure, reprennent le chemin de l'école. On a vu aussi des foyers épidémiques se déclarer, là, ces derniers jours, dans des abattoirs. C'est un secteur qui ne s'est jamais arrêté de travailler. Ils mériteraient une médaille, eux aussi, puisqu'on parle beaucoup de médailles pour ceux qui travaillent. Je ne sais pas si ça relève de la question d'une médaille. On en parlera peut-être avec M. Gosselin, puisque c'est une initiative qu'il avait portée. Mais bon, ils mériteraient une médaille comme les aides-soignants. Ils méritent la reconnaissance comme tous ceux qui, en première ligne, eux, les gens qui ont été qui ont tenu des caisses, les gens qui ont été des livreurs et des transporteurs, tous ceux qui, au fond, pendant la période de confinement strict, ont continué à faire vivre le pays. Mais la médaille, vous n'êtes pas trop... Non, mais pourquoi pas la médaille? Mais je vois bien qu'après, quand on commence à dire la médaille, vous dites oui, mais c'est pas suffisant, au fond. Et c'est vrai que... Non, mais ça s'arrêtait là, pour moi. Oui, mais pas dans ma tête. Au fond, je me dis, c'est au-delà de la médaille et de la reconnaissance de la nation au travers d'une médaille, qui est une bonne chose, que la part du symbole est importante. Au-delà de ça, il y aura sans doute d'autres dispositifs qui seront apportés. C'est ce qui a été fait d'ailleurs au travers de la possibilité donnée à un certain nombre d'entreprises de donner des primes à ces salariés qui ont pris beaucoup de responsabilités dans cette période-là. Pour résumer, la médaille, c'est pour tout le monde ou personne? Oui, enfin, il y a un certain nombre de gens qui ont pris leurs responsabilités et qui ont été au travail, alors que parfois ils avaient aussi une portée et les craintes. Sur la question des abattoirs, il y a un problème manifestement de conditions qui créent plus facilement la circulation du virus sur lequel il faudra qu'on travaille. On en parlait encore tout à l'heure avec le ministre Véran. C'est-à-dire le travail à la chaîne? Les conditions sanitaires, les conditions de travail, d'hygiène dans un abattoir sont très particulières, avec des espaces de confinement qui sont plus grands et qui expliquent sans doute ces cas de cluster dans des abattoirs. Donc il faut aussi y travailler pour essayer qu'on ne voit pas se multiplier ces cas. On va accueillir maintenant Brigitte Boucher de LCP. Bonsoir Brigitte. Bonsoir Francis, bonsoir Marc Fesneau. C'est la deuxième semaine de déconfinement qui a été entamée. Il y a 25 foyers de Covid qui ont été détectés, 70 cas dans des écoles. Pour autant, est-ce que vous diriez que le déconfinement est jusqu'ici réussi et est-ce qu'on va pouvoir éviter la deuxième vague ? La deuxième vague, en tout cas, on fait tout pour l'éviter, comme dans la plupart des pays européens. Qu'est-ce qu'on constate? C'est que dans la plupart des pays européens, le même chemin a été suivi en termes de déconfinement. J'aurais salué à la fois la responsabilité des Français dans cette phase de déconfinement, qui ont adopté les gestes qui étaient préconisés, les gestes barrières, le port du masque dans les espaces où ça paraissait obligatoire, et puis tous ceux qui ont veillé à bien organiser les choses. Je pense à ceux, au personnel enseignant, au personnel dans les collectivités locales, aux chefs d'entreprise aussi, qui ont essayé de faire en sorte que les conditions sanitaires soient les plus conformes possibles à ce qu'on voulait, pour éviter un pic épidémique. Et donc c'est plutôt réussi jusqu'à maintenant? Pour l'instant, alors moi je ne suis pas du genre à m'auto-congratuler. J'ai le sentiment que d'abord, les choses se sont faites dans l'apaisement parce que progressivement, et c'était la volonté du gouvernement. Deuxièmement, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il y a eu une volonté de faire les choses territoire par territoire et de tenir compte des spécificités territoriales, de faire de la différenciation territoriale en phase réelle, si je peux dire. Donc ça s'est fait par les voies d'apaisement et progressivement, et je crois que tout est à saluer dans les démarches qui ont été faites, et progressivement le pays se remet en marche. On le voit, c'est quand même un test pour le gouvernement, politiquement j'entends.
C'est un test pour le gouvernement, mais c'est un test pour tout le monde, au fond, parce que je crois que tout le monde aspirait au déconfinement et tout le monde voyait l'écueil du déconfinement. Le confinement avait été fait pour éviter un sursaut épidémique trop violent et pour éviter cette fameuse courbe en U, si je peux dire, du pic épidémique. L'idée, maintenant que la courbe est redescendante, c'est d'essayer de tenir cette volonté-là de maîtriser l'épidémie. Pour autant, il y a Jean Castex, qui est monsieur déconfinement, qui a préparé un plan de reconfinement au cas où. Est-ce que vous pensez que les Français seraient prêts à l'accepter et est-ce que ce serait économiquement tenable? Voilà, vous avez plusieurs questions dans une La première, la deuxième. Est-ce que les Français l'accepteraient, vous croyez? Oui, probablement que sous la contrainte, si je peux dire, d'un sursaut épidémique, probablement que ça pourrait être compris, encore qu'il faudrait l'étayer et expliquer ce que nous faisons. Est-ce que ça serait d'ailleurs l'ensemble du territoire national ou certaines zones? C'est comme ça que ça peut être aussi posé, cette affaire de reconfinement. Et est-ce qu'il y a un risque économique? Oui, on sait bien que à cette crise épidémique et à cette crise sanitaire vient tout de suite derrière une crise économique et donc une crise sociale. Et donc, il y a quand même besoin de tenir cet équilibre et cette ligne de crête entre les nécessités sanitaires et les nécessités d'une reprise économique pour collectivement pouvoir s'en sortir le plus rapidement possible. Vous sentez venir une crise sociale, vous? Derrière une crise économique, s'il y a des plans de licenciement, si vous retrouvez dans des situations où des gens se retrouvent demandeurs d'emploi, je pense que ça relève d'une crise sociale. Reconnaissons que nous sommes le pays, pour pas dire le pays qui a le plus essayé de protéger les salariés dans la période de confinement par les mesures d'ampleur. Je rappelle qu'il y a eu près de 13 millions de salariés qui se sont retrouvés dans un dispositif de chômage partiel. C'est inédit en France et c'est inédit en Europe. Regardez la situation américaine où vous avez eu des millions de chômeurs en plus, mais d'autres situations, il faut quand même regarder et comparer. Mais c'est les Américains, on sait bien comment c'est. Oui, enfin pourquoi ne pas se comparer aussi aux Américains de temps en temps? On peut aussi regarder ce qui se passe de bien dans le pays et considérer qu'on a fait des choses qui sont bien. En même temps, c'était un moment, dans la période de confinement, la crainte qu'on peut avoir, c'est que la reprise économique tardant et des difficultés venant, je pense au secteur de l'aéronautique par exemple, il puisse y avoir des sujets économiques et donc des sujets sociaux. Et des tensions sociales. Et des tensions sociales. Les tensions viennent après, mais je veux dire, la question sociale va être au cœur aussi de ce moment. Retour au Parlement, on sait qu'ici, on a voté la prorogation de l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet. Si toutefois, il n'y avait pas de deuxième vague et que la situation s'améliorait, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'il soit levé avant? Non, il y a un horizon. On est quand même le 17 mai ou 18 mai. Il faut peut-être se donner le temps de regarder dans la durée un peu comment se passe le pic épidémique. Il y a une temporalité qui a été fixée au 10 juillet, à la demande des parlementaires, puisqu'initialement on était plutôt sur le 23 juillet. Et donc c'est gravé dans le marbre. Il y a une ponctuation. Sinon, ça nécessiterait de revenir d'un point de vue législatif sur la date du 10 juillet. Donc on ne va pas revenir pour... on a un horizon qui est assez bref, c'est 1 mois et demi, et ça permettra d'y revenir dans ces horizons-là. Alors on prépare un plan pour l'hôpital, c'est ce qu'a annoncé hier Olivier Véran. Il y aura des augmentations de salaire. Les infirmiers français gagnent en moyenne 6 000 € de moins par an que les infirmiers européens et leur pouvoir d'achat a baissé de 12% en 12 ans. Ça, c'est des informations de l'INSEE. Est-ce qu'on a les moyens de revenir dans la moyenne européenne ? D'abord, est-ce qu'on en a la volonté? De ce que j'entends de ce qu'a dit le ministre Véran, il y a la volonté quand même de procéder à un rattrapage sur un certain nombre de professions parce que ça participe de l'attractivité du métier. Ce n'est pas le seul dispositif, moi je crois. Je pense que j'entends aussi beaucoup de soignants qui souhaiteraient qu'on réorganise complètement la manière dont fonctionne l'hôpital ou dans la manière dont fonctionnent les instituts qui s'occupent de personnes âgées. Donc il y a la question de comment on organise le système de soins, et j'ai entendu beaucoup de malaise et de mal-être sur ces questions-là, avant d'ailleurs la crise du coronavirus. Il y a la question de la revalorisation salariale. Tout ça procédera d'un certain nombre d'annonces qui seront faites pas ce soir, puisque le ministre Véran a annoncé un certain processus de dialogue avec... Et Emmanuel Macron a dit quoi qu'il en coûte. Oui, donc ça veut dire qu'on peut augmenter pour revenir dans cette moyenne européenne. On est quand même la 6e puissance du monde. Oui, on est la 6e puissance du monde, et c'est très bien ainsi. Il y a aussi des sujets budgétaires. Donc il faudra qu'on pose l'équation budgétaire, mais je pense que la volonté du président de la République et du gouvernement, c'est de faire en sorte que des signaux clairs qui sont envoyés... Ce ne sera pas quoi qu'il en coûte, donc. Mais si, ça a été quoi qu'il en coûte dans la période de crise, mais il y a un moment... Mais pas au-delà, il faut s'arrêter. À un moment, vous voyez bien qu'il y a des sujets budgétaires, parce que quand... Voilà, c'était la question de Brigitte. Le quoi qu'il en coûte était dans le... Enfin, il faut reprendre exactement ce qu'a dit le président de la République. Il a dit, je vais essayer de préserver le tissu économique et social, quoi qu'il en coûte. C'est ça ce qu'il a dit. Bon. Après, se posent des équations budgétaires, c'est pas du tout pour éluder la question. On a fermement la volonté d'avancer sur les sujets que vous évoquez en termes de revalorisation. Il n'y a pas que le sujet de la revalorisation, me semble-t-il. Mais ça n'entre pas dans le quoi qu'il en coûte, puisque c'est après Mais ça n'empêchera pas que ce sujet est ouvert, et le ministre Véran l'a très, très clairement ouvert en disant que cette question de la revalorisation salariale devait être sur la table. Olivier Véran toujours a annoncé un Ségur de la santé pour le 25 mai. Ce à quoi je faisais référence. Exactement. Est-ce qu'on peut imaginer un plan santé au Parlement dans les 2 mois qui viennent?
Ça dépendra de la nature des annonces qui seront faites. Si c'est des annonces budgétaires, ça s'inscrit tout à fait dans la logique budgétaire qui se déroulera à l'automne. Donc le projet de loi de finances de la sécurité sociale. Le projet de loi de finances de la sécurité sociale en particulier, c'est plutôt dans ce cadre-là que ça sera. Est-ce qu'il y aura des mesures législatives? Il appartiendra à Olivier Véran et au gouvernement de regarder. Mais vous planchez plutôt, vous regardez plutôt vers septembre. Et j'ai le sentiment qu'on est plutôt sur une équation budgétaire qui est posée. Quand on est sur des sujets d'organisation, on est peut-être sur des dispositifs législatifs, mais vous voyez bien que la concertation démarre le 23 mai. Les horizons, c'est entre le mois de juillet et le mois de septembre, donc c'est pas forcément dans l'été en tant que... Donc c'est plutôt septembre pour la discussion. On verra, mais moi je suis aussi gardien du calendrier parlementaire, j'imagine que j'aurai une question tout à l'heure. On ne peut pas se faire au même moment, donc on va essayer de septembre. Ensemble. Olivier Véran, toujours, qui veut revoir les 35 heures à l'hôpital. Est-ce que c'est un retour du sarkozysme, du travailler plus pour gagner plus? J'ai attentivement lu ses propos, il n'a pas dit qu'il fallait revenir sur les 35 heures. Reconnaissons quand même... Apporter de la souplesse dans l'organisation du travail. Pas besoin de... peut être sarkozyste ou pas sarkozyste, pas la peine de faire référence à ces choses-là. Reconnaissons qu'il faut quand même se souvenir de l'affaire des 35 heures. Dans les entreprises privées, on a dit c'est pour recruter, et chez les fonctionnaires, on a dit 35 heures sans recrutement. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis en tension, en particulier un secteur qui était déjà en tension, qui est le secteur hospitalier. Mais c'est à cause des 35 heures ou du manque d'embauche? Mais il n'était pas prévu, y compris par Madame Aubry en 97, de faire des embauches. D'accord, mais c'est parce qu'il n'y a pas eu d'embauche que ça n'a pas marché. Oui, mais justement. sans doute il aurait fallu embaucher. Oui, mais sans doute peut-être on pouvait regarder les choses différemment et pas se poser la question seulement de dire on réduit le temps de travail sans faire d'embauche, et on pouvait peut-être essayer de regarder de la souplesse. Et donc, ce à quoi fait appel Olivier Véran, c'est de regarder des assouplissements, et au fond, sur la base de ce que serait la volonté des uns et des autres, de regarder quels seraient ces assouplissements. Alors, je signale qu'il y a un certain nombre d'heures qui sont dues à tous ces personnels qui ne sont toujours pas soldés parce qu'ils n'ont pas pu prendre. Leur responsabilité fait qu'ils ont beaucoup travaillé sans compter les heures, et en particulier dans la période qu'on vient de vivre. Marc Fesneau, ça bouge beaucoup à l'Assemblée nationale parce que dans quelques heures, on va apprendre la naissance d'un 9e groupe. Alors un 9e groupe est parlementaire pour demain matin, effectivement. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour la démocratie? Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. On pourrait dire en première intention que oui. C'est la première fois qu'à l'Assemblée nationale, il y aura 9 groupes parlementaires. Un record. Qui est un record. Est-ce que ça facilite le travail parlementaire? Pas forcément, mais bon, après, on en prend acte. Justement. C'est la démocratie qui fonctionne. Après, c'est la décision d'un certain nombre de députés qui étaient soit issus du groupe En Marche qui l'avaient quitté, soit qui sont encore aujourd'hui dans le groupe En Marche. Je comprends mal, pour tout vous dire, la temporalité au moment où je pense qu'on aurait plutôt besoin de se rassembler et de débattre. Et je dis bien de se rassembler et de débattre. Je pense qu'on a besoin à la fois de collectivement, mais pas seulement dans les groupes de la majorité, essayer de trouver les moments de consensus. Pas pour chercher le consensus, simplement, on voit bien que sur les activités de relance économique, on va avoir besoin collectivement de porter quelque chose. Une petite parenthèse, parce que vous dites que ça risque de compliquer l'organisation. Par exemple, les questions au gouvernement. Chaque groupe a un temps de parole, de questions, etc. Ça dure déjà 2 heures, ça va durer 3 heures? Non, c'est mécaniquement pris sur le groupe qui a le plus de questions. Donc sur le groupe de La République En Marche. Oui, ils vont pas être contents tellement. Hein. C'est la mécanique, c'est le règlement de l'Assemblée nationale pour lequel je ne suis rien, si je peux dire. Oui, mais c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça passe. Une dernière question. Donc, pour répondre à votre question, je comprends mal la temporalité et je comprends mal le fondement dès lors que moi, il me semble que dès lors que nous arriverions à mieux travailler encore dans le débat, et après tout qu'on ait des choses en débat à l'intérieur de la majorité, je trouve ça sain. Je comprends mal l'utilité, au fond. Brigitte, une dernière question rapide. Alors, une dernière question. Emmanuel Macron réfléchit à un acte politique pour se relancer après cette crise et cette épidémie. Est-ce qu'il pourrait y avoir un congrès à Versailles début juillet? Factuellement, il peut toujours y avoir un congrès à Versailles début juillet. Il peut y avoir un congrès aussi début septembre. Il peut y avoir un congrès à tout moment puisque c'est une décision. D'accord, enfin bon, vous comprenez la question. Est-ce que c'est dans l'air? Est-ce que c'est dans l'air? Il ne m'appartient pas de préjuger ou de préempter une décision qui relève éminemment d'une décision du président de la République. Sauf que Emmanuel Macron avait dit que chaque année, il reviendrait devant le Congrès. Vous n'avez pas été sollicité pour organiser ça. Nous sommes le 18 mai, on verra ce qui... Pour l'instant, la décision du président de la République. Vous ne travaillez pas là-dessus, vous. Pour l'instant, il n'y a pas d'hypothèse de Congrès au mois de juillet, si c'est ça votre question. C'était ça la question. Mais ça, au fond, vous le saviez. Non. Ce que vous auriez aimé savoir, c'est s'il y avait une hypothèse. À ce stade, je peux vous dire que je n'ai pas d'hypothèse. Très bien. Ça reste ouvert, puisque je répète, c'est une prérogative. Oui, bien sûr, bien sûr. Merci. Brigitte. Merci Marc Fesneau. On va faire un détour maintenant par le Figaro Live où nous attend Vincent Roux. Bonjour Francis. Bonsoir Vincent. Vous regardez pour nous, vous allez arriver sur ce qui se dit sur les sites et réseaux sociaux du Figaro Live. Quel est le thème qui a retenu votre attention?
Une des infos les plus lues aujourd'hui, une des infos les plus commentées, c'est l'annonce faite par Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation nationale ce matin, de 70 cas de Covid détectés dans les écoles. Alors, les internautes réagissent de façon opposée. Pour les uns, c'est bien la preuve qu'il ne fallait pas réouvrir ces écoles. Pour d'autres, c'est exactement l'inverse. Je les cite, avec si peu de cas, c'était bien la preuve qu'il fallait les ouvrir plus tôt, plus vite. Cette polémique est inévitable, juge d'ailleurs un autre internaute, et j'ai retenu son commentaire, puisqu'il dit qu'il fallait bien s'attendre au fait que, je le cite, sans les tests, on ne pouvait qu'aller dans le mur. Et de conclure, les tests sanguins devraient être obligatoires pour les collégiens, les profs, ainsi que les écoliers et les instits. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc Fesneau? Et est-ce qu'on ne pourrait pas étendre justement ces tests à tous ceux qui veulent, qui doivent aller travailler? Votre réponse? Alors, il y a deux choses. Il y a les tests PCR, ceux qui se font par la voie nasale, si je peux dire, et les tests sanguins. Les tests sanguins, il y a une question d'abord aujourd'hui d'efficacité. Il y a un certain nombre de tests sanguins, pour ne pas dire la plupart, dont on mesure assez mal l'efficacité, et donc on peut être testé négatif et être au fond positif. La deuxième chose, si je peux me permettre cette remarque, vous vous faites tester le lundi, vous croisez quelqu'un qui a le coronavirus le mardi, vous vous faites tester quand après? Le mercredi? Donc vous voyez bien que la question des tests sanguins, elle pose une question, ça n'aurait de sens, d'ailleurs aucun pays ne le fait, la question des tests sanguins, aucun pays ne le fait, c'est que ça n'aurait de sens que si instantanément, tous les jours, on pouvait faire 67 millions de tests sanguins. Donc ça, c'est pas réalisable. Ça n'est pas réaliste, ça n'est pas réalisable. Au-delà de la défiance scientifique qu'il y a sur la question des tests sanguins. En revanche, la stratégie qui a été faite de dire, quand quelqu'un présente des symptômes, on le teste, et après, on essaie de tracer l'ensemble des personnes qui ont été en contact avec lui, ça permet d'isoler les gens qui pourraient avoir été en contact avec le coronavirus. Ça, c'est une, comment dirais-je, ça me paraît utile, mais tester les gens une fois pour après plus les tester. Bon, alors Vincent, voilà, votre internaute lecteur a sa réponse. Merci Vincent d'avoir relayé cette préoccupation. Et maintenant, on va accueillir Tam Tranui, de Public Sénat. Bonsoir Tam. Bonsoir Francis, bonsoir Marc Fesneau. Bonsoir. On va parler des municipales, puisque le Conseil scientifique rend aujourd'hui son avis au Premier ministre sur la date à laquelle peut se tenir ce second tour des municipales, avec bien sûr cette question, peut-il se tenir le 28 juin? C'est seulement au Premier ministre, ce n'est pas rendu public? Ça sera rendu public, le Premier ministre s'y est engagé. Il aura les éléments du rapport ce soir ou demain matin et ça sera rendu public comme on l'a fait à chaque fois qu'il y a eu un rapport du Conseil scientifique. Ce sera rendu public, c'est-à-dire demain par exemple? Oui, demain par exemple. Je trouve que c'est bien que ce que dit le Conseil scientifique soit mis sur la place publique, ça permet aussi de nous... Donc demain, on en saura un peu plus? Absolument. Est-ce qu'il y aura un débat suivi d'un vote au Parlement sur la date du deuxième tour? Alors, le rapport va produire quoi? On verra. Il va produire à la fois la capacité, dans le cadre épidémique dans lequel nous sommes, d'avoir un deuxième tour à la fin du mois de juin. Si c'est le cas, ok. Mais est-ce qu'il donnera un certain nombre de préconisations pour dire il faut le faire dans telles conditions, la campagne doit se dérouler dans telle... Évidemment, ça pose des questions de nature différente. S'il y a un feu rouge d'allumer, si je peux dire, sur la question du vote, après se posera la question, comment dirais-je, d'avoir un vote qui soit décalé à un autre horizon, à l'automne ou plus tard. Bon, ça c'est un premier élément. Deuxième élément, est-ce qu'il faut un débat au Parlement? Oui. La volonté du gouvernement, c'est qu'au moins les partis politiques et ceux qui animent le débat public puissent se saisir de la question. On nous a fait suffisamment le reproche. J'ai une mémoire pas si ancienne qui fait qu'on nous a reproché, avant le premier tour, de ne pas avoir demandé l'avis des partis politiques. Encore que beaucoup s'étaient exprimés, comme on dit, en on ou en off, pour réclamer la tenue du premier tour. Au fond, que le débat public se noue et que les responsables politiques prennent aussi part au débat et puissent dire ce qu'ils veulent. D'ailleurs, j'ai entendu un certain nombre de responsables politiques, le président de l'association des maires, plutôt dire qu'il souhaitait que ça soit fin juin. Sinon fin septembre, enfin plutôt fin juin. J'ai entendu Christian Jacob, le président du Parti Les Républicains, dire ça. J'ai vu la tribune un certain nombre de maires de toutes obédiences politiques réclamant la tenue du deuxième tour, à la fin du mois de juin. Je pense que c'est bien que ça soit dans le débat public. On verra s'il y a lieu de procéder à un débat et un vote. C'est pas encore tranché, ça. On verra s'il y a lieu. Oui, c'est pas sûr encore. Mais en tout cas, que le Parlement, à un moment, se saisisse de la question, on verra. Il se saisit par un vote. Oui, par un vote ou par un débat. D'accord. Oui, un débat pourrait suffire, parce que Gérard Larcher, le président du Sénat, estime que les parlementaires n'auront pas eu assez d'informations pour se prononcer. Il est défavorable à ce vote. Votre réaction? Je n'ai pas commenté la parole du président du Sénat. Il a raison. En général, je trouve que le fait que nous ayons des débats sur des sujets qui ont beaucoup alimenté le débat et la conflictualité politique, qui permettrait de dire voilà ce que les uns et les autres pensent,
On va avoir un sujet tout à l'heure sur la question démocratique. On ne peut pas à la fois nous faire le reproche de ne pas donner au Parlement la capacité à débattre et quand on lui propose de dire on ne veut pas. C'est une façon de dire mouillez-vous, quoi. Oui. Mais je pense que on n'est pas la question n'est pas de savoir s'il faut mouiller les uns ou les autres. Je pense que c'est d'abord pour mettre les oppositions au défi. Mais c'est pas une question de mettre défi. face à leurs Vous voyez responsabilités. bien que nous sommes collectivement face à des responsabilités, compris les maires d'ailleurs au moment de l'ouverture des écoles, qui sont des responsabilités très lourdes. Et donc on partage au moins la discussion. Et que chacun puisse émettre un avis dans le champ politique, ça me paraît quand même pas une folie en démocratie que chacun puisse donner un avis. Ça me paraît même la base de la démocratie, pour tout vous dire. Si le deuxième tour ne peut pas avoir Parce que lieu... attendez, si demain matin le Premier ministre décidait, j'ai décidé unilatéralement de faire ci ou de faire ça, qu'est-ce qu'on dirait? Certainement qu'il y aurait des critiques. Si le deuxième tour n'a pas lieu en juin, est-ce que ça va repousser les dates des sénatoriales? Et pour vous, quelles sont les hypothèses? Quand est-ce que les sénatoriales pourraient avoir lieu? Par effet mécanique, si les élections ne peuvent pas se tenir en juin, elles ne peuvent pas se tenir en août. Il ne me semble pas que ce soit raisonnable de faire des élections au plein cœur de l'été. Et donc elles se tiennent en septembre. Et comme il y a les élections sénatoriales en septembre, ça nécessite de décaler le calendrier des sénatoriales. On verra est-ce que c'est de l'équivalent? Enfin, on verra, ça fera partie du débat parlementaire. Là aussi, sur un sujet comme celui-là, ce n'est pas inintéressant d'avoir l'avis du Sénat. Certes. Il me semble. Pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. Je veux gêner personne. Pour l'instant, il ne s'est pas prononcé. On attend de savoir je si ne veux ça gêner pourra avoir lieu personne, le mais je pense 28 que l'avis juin du ou pas. Sénat et l'avis de l'Assemblée nationale sur tous ces sujets sont des avis qui ne sont pas inintéressants. Les commissions d'enquête qui se multiplient sur le coronavirus, on y revient. Le Sénat, d'ailleurs, va donc lancer sa commission d'enquête au mois de juin sur la gestion du Covid-19. Est-ce que vous craignez un procès politique? Moi, je ne crains rien. D'abord, c'est un droit. Et donc, je n'ai pas à commenter ce qui est un droit. Et je trouve bien que les assemblées puissent se saisir de la question. Vous le respectez, c'est le rôle d'un parlementaire. Mais c'est le rôle d'un parlementaire. J'ai été parlementaire. Peut-être qu'il m'arrivera de le redevenir. Et donc, je ne trouve pas anormal que les parlements se saisissent de la question. C'est valable dans toutes les grandes démocraties. Les commissions d'enquête sont faites pour ça. Il peut y avoir une interrogation sur la temporalité. Est-ce qu'il n'y a pas lieu d'attendre qu'on soit sorti un peu de cette crise? Parce que jusqu'à nouvel ordre, nous y sommes encore, même si nous sommes en phase de déconfinement, pour mener à bien les évaluations, parce que je pense que c'est une évaluation. Après, moi, je fais confiance à l'Assemblée nationale et au Sénat pour mener un travail sérieux, qui soit un travail d'enquête et pas qu'à charge, parce que la question n'est pas la charge, c'est de regarder ce qui aurait pu être mieux fait, ce qui aurait pu être mieux anticipé. Je constate d'ailleurs que sur un certain nombre de sujets, ça n'est pas seulement le gouvernement actuel qui peut être questionné, mais c'est les gouvernements précédents. Prenons la simple question des masques et on en rediscute. Qui est centrale. Question centrale. Néanmoins, il y a eu le précédent Benalla qui avait beaucoup créé des tensions entre l'exécutif et le Sénat. Puis là, on sent déjà une certaine musique. Bruno Retailleau, justement à propos des masques, le président du groupe LR au Sénat qui estime que le gouvernement, je le cite, a trompé les Français sur le port des masques pour cacher la pénurie. Qu'est-ce que vous lui répondez? Je ne crois pas, mais on n'est pas en commission d'enquête parlementaire et il ne m'appartient pas, n'étant pas ministre de la Santé, de répondre à ces questions qui sont parfois des questions extrêmement techniques. Je trouve que rentrer dans la discussion en n'essayant pas de regarder les processus qui ont été à l'œuvre sur les masques, par exemple, on voit bien que la politique globale depuis 10 ans était une politique de réduction. Je me souviens du procès qui avait été fait à Roselyne Bachelot d'ailleurs à l'époque, en la soupçonnant de tous les maux, y compris de conflits d'intérêts sur la question des masques, soit sur la question des vaccins. Y compris des émissions télévisées qui ont lourdement insisté sur le fait qu'il y avait des choses pas normales qui s'étaient passées à ce moment-là. Et donc on a baissé collectivement la garde. Bon, très bien, prenons acte de cette situation-là. La commission d'enquête, il faudra aussi qu'elle montre ça. Comment un État, un pays comme le nôtre peut se mettre en situation de pouvoir répondre à une crise sanitaire, reconnaissons-le, qui était très inattendue. Une dernière question sur cette commission d'enquête. Est-ce que vous confirmez les propos rapportés par le Canard enchaîné qui dit que le 7 mai, en Conseil des ministres, le président de la République a dit « Le Sénat s'est déshonoré, le temps est encore à l'action, ce n'est pas le moment de jouer les procureurs ». Je ne confirme jamais les propos du Conseil des ministres. C'est une règle de base. Bon, alors en tout cas, mais que le Sénat ne doive pas se transformer en procureur, ça vous Moi, je suis désolé de vous dire, je ne sais pas seulement parce que je suis ministre des Relations avec le Parlement, je connais bien le Sénat. Et je pense que le Sénat aura à cœur, et je suis certain que le Sénat aura à cœur de faire un travail méticuleux, précis, d'analyse, d'enquête sur non pas seulement ce qui s'est passé dans la crise, mais quels sont les processus qui ont fonctionné, qui n'ont pas fonctionné, et qui sont liés à une politique hospitalière depuis 10, 15 ou 20 ans, alors, que chacun doit pouvoir assumer. Tout ça, ça occupe beaucoup le calendrier parlementaire. C'est vrai. Il y a peut-être des choses qui vont passer à la trappe. Oui, effectivement, le calendrier parlementaire, il a été totalement bousculé. Notamment 2 réformes sont restées en suspens, celle des retraites, bien sûr, mais aussi l'audiovisuel public. Est-ce que pour vous, elles doivent être abandonnées? Non, mais on est en train de faire un travail dans mon ministère et avec l'ensemble des membres du gouvernement pour regarder les textes que nous avons devant nous et ceux qui peuvent être, comment dirais-je,
délibérés dans le temps imparti d'ici l'été, et puis ceux qui seront délibérés d'ici... Alors, dans ces deux Là, cas vous avez d'espèce, des les retraites. Non, mais vous auriez pu ajouter la loi bioéthique, vous auriez Oui, pu ajouter- Oui. mais prenons les retraites. Mais vous voyez bien que sur les retraites, on n'est plus dans cette temporalité-là pour l'instant. Est-ce qu'il y a une C'est question, repoussé. est-ce qu'il y a une question un jour sur les retraites? Il y aura une question. Enfin, la réforme des retraites, il y en a eu dans tous les quinquennats, il y a une question. Mais je veux dire, est-ce Ce qu'on sera est pour dans le prochain quinquennat. On verra bien. On se rappelle que c'était absolument l'urgence avant Oui, mais la il vous aura crise pas du Covid. échappé. Et Il vous maintenant- aura pas échappé qu'il s'est passé quelque chose dans l'intervalle. Oui, Et mais que- elle est pas et enterrée. que- C'est-à-dire qu'elle n'est pas enterrée. et que nous ne sommes pas hermétiques au monde dans lequel on vit et à la situation de crise dans laquelle on est. Il va falloir un plan de relance. Elle n'est pas enterrée. Il va Elle n'est pas falloir- enterrée, la réforme des Mais la retraites. question n'est pas d'enterrer ou de pas enterrer, c'est la question de la temporalité. Non, mais elle n'est Est-ce pas que le enterrée, moment donc. politique, mais elle est là. Elle a été votée à l'Assemblée nationale. Elle devait aller en débat au Sénat. Ça veut dire quoi, enterrer un texte? Le texte, il est présent. Donc elle reviendra, mais on ne sait pas quand. Mais on verra pas tout de suite. de quelle manière, compte tenu de la crise que nous avons vécue, compte tenu de l'envie que le gouvernement a de travailler sur des sujets qui soient des sujets plutôt de rassemblement. Reconnaissons que sur ce texte sur les retraites, il y avait pu y avoir du débat solide. Oui. Il y a besoin de plutôt regarder ce qui peut nous rassembler. Mais dire qu'il n'y a pas une question sur les retraites, c'est pas dire la vérité. L'été va être chargé, en tout cas. Oui. Est-ce que justement les parlementaires vont siéger cet été et jusqu'à quand? Alors ça procède d'une décision là aussi du président de la République, c'est une session extraordinaire. Le président Ferrand a indiqué que les travaux qui étaient prévus étaient reportés sine die à ce stade, quoiqu'il y a quelques travaux à faire quand même de mise en sécurité, parce que tous ces travaux avaient une Les justification. travaux de l'Assemblée nationale, les De la travaux verrière, du de béton, la verrière. les murs, on ne parle pas de travaux parlementaires. Oui, vous avez raison, c'est du, Non, je précise. c'est du matériel, ça n'est pas Voilà. l'immatériel. Vous avez raison. Mais alors donc du coup, députés et et donc, sénateurs vont travailler tout l'été. Il y a sans doute une session extraordinaire qui se déroulera, mais on verra là aussi. Je suis en train de regarder et de compiler l'ensemble des textes. Le ministre Darmanin a annoncé un troisième projet de loi de finances rectificative. Est-ce qu'on aura quelque chose autour de la relance dans l'été? Est-ce qu'il y a le texte électoral ou les textes électoraux qu'il faut produire? Tout ça peut nous occuper une partie de C'est-à-dire l'été. quoi? Juillet, août? Non, il me semble qu'à un moment, il n'est pas illégitime et anormal qu'il y ait une interruption des travaux parlementaires. On verra mois la d'août durée. La tradition, c'est plutôt le mois d'août. Voilà. Mais juillet, ça va Mais être... il me semble, l'impôt. mais je répète, je ne veux pas préempter ce débat tant que, pardonnez-moi, au risque de vous satisfaire, je reconnais. Et vous comprenez bien que j'ai besoin de pouvoir regarder l'ensemble des textes, de regarder la temporalité dont ils ont besoin pour être examinés dans des conditions qui soient satisfaisantes, et quelles sont les urgences que nous aurons devant nous. Vous voyez bien que d'autres urgences naissent au fur et à mesure du développement de cette crise. Merci Tam. Merci En tout pour cas, ça. il y en a qui vous écoutaient très attentivement. C'est les deux parlementaires là qui vont nous rejoindre en duplex dans l'audition publique. Bonsoir Philippe Gosselin, vous êtes député LR de la Manche et vous êtes avec nous en duplex. Et bonsoir Vincent Eblé, vous êtes sénateur Bonsoir. PS de Seine-et-Marne et vous aussi vous êtes en duplex avec nous. Et vous avez en face de vous le ministre des Relations avec le Parlement, c'est votre ministre. Alors là, s'il y a un interlocuteur, c'est bien lui. On va commencer par vous Philippe Gosselin parce qu'on parlait du rôle du Parlement et vous dites bon ça va un peu vite tout ça et puis en même temps on n'a peut-être pas notre mot à dire sur tout. Ah, ça va un peu vite et en même temps, on a beaucoup de mal à s'y retrouver. Le Parlement a été mis un peu sur la touche les premières semaines de la gestion du Covid. Aujourd'hui, il peut se réunir, c'est vrai, mais dans une version dégradée. 75 parlementaires qui vont passer à 150, très bien, mais on n'a aucune visibilité sur les travaux parlementaires. Vous l'avez évoqué il y a quelques instants, et on voit bien que nous sommes à la main du gouvernement. On ne sait pas si on va avoir un débat ou pas, et peut-être pas suivi d'un vote d'ailleurs sur le calendrier électoral. On ne sait pas si telle ou telle réforme reviendra ou ne reviendra pas. On ne sait pas si on siège en juillet ou si on siège au mois d'août. En fait, on n'a aucune visibilité. C'est à la petite semaine et je trouve que c'est fâcheux d'avoir un Parlement à ce point Bien. à la main du gouvernement dans une démocratie. Donc, Monsieur le Ministre, je vais pousser un peu dans vos retranchements. Est-ce que vous pourriez quand même éclairer les enjeux de ces prochaines semaines? Je n'ose même pas parler du mois de juillet, mais au moins un peu de visibilité sur les petites semaines à venir. Vous n'allez pas me pousser dans mes retranchements. Je vais essayer d'y répondre. D'abord, petit point de désaccord quand même, le Parlement n'a pas été mis sur la touche les premières semaines, puisque je vous rappelle que le Parlement a voté l'état d'urgence sanitaire dans des conditions rapides, mais on voit bien qu'on était poussé par l'urgence du temps
C'est quand même bien la moindre des choses de pouvoir voter. Non, mais j'ai pas dit je ne vous disais pas que c'était une grâce, mais il me semble d'ailleurs nous étions ensemble à débattre un après-midi entier, me semble-t-il. J'ai un assez bon souvenir de ce moment-là où nous avons débattu et donc le Parlement n'a pas été mis sur la touche. Deuxième Philippe Gosselin, il voudrait savoir jusqu'à quand il travaille et comment il va travailler. Qu'est-ce que j'ai aujourd'hui d'identifié? Je reconnais que nous sommes dans une situation d'urgence qui nécessite parfois des adaptations qui sont inconfortables pour vous, mais qui sont aussi inconfortables pour le gouvernement et encore plus pour le ministre des Relations avec le Parlement. On a la question des municipales. Si nous avons nécessité de reporter les municipales, on verra ce que dit le comité scientifique, on verra comment se noue le débat. Vous voyez bien qu'il faut qu'on passe 2 textes. Un premier texte pour le report des municipales à une date qu'il faudra déterminer, et deuxièmement, un deuxième texte qui est un projet de loi organique qui nécessitera, et j'imagine qu'il y aura un certain nombre de débats qui seront nourris, le report des élections sénatoriales, en l'occurrence un projet de loi organique. Deuxièmement, on a un projet de loi de finances rectificative. Un troisième projet de loi de finances rectificative qui vient par nécessité, d'ailleurs un certain nombre de mesures ont même été saluées sur les bancs dans lesquels vous siégez, un certain nombre de mesures qui sont portées ici sur le tourisme, là sur l'ajustement des mesures de chômage partiel. Ça fait un troisième sujet. Après, nous avons le projet de loi de règlement, ça n'intéresse pas grand monde, reconnaissons-le, mais c'est un dispositif budgétaire qu'il faut voter. Tout ça, si vous êtes simplement sur ces seuls textes-là, vous êtes déjà sur quelque chose qui nous amène début juillet, M. Gosselin. Avec des semaines, puisqu'il a été nécessaire. Et en plus pour le tout venant, j'allais dire. Oui, enfin le PLFR, oui. Je suis sûr que M. Gosselin ne me dira pas ce qui était prévu. Non, ce qui était prévu. Et les élections municipales et sénatoriales, oui. Ce qui était prévu. Non, mais déjà... vous voyez bien qu'aujourd'hui, Monsieur le ministre, on est capable de faire éventuellement un petit listing ou lissage de ce qui pourrait venir, mais on n'a aucune visibilité sur le calendrier parlementaire. Et vous-même, à l'instant, venez de dire qu'on n'était pas sûr d'avoir ce débat sur les municipales, de même qu'on devait avoir un débat sur le tracking, sur l'application Stop Covid, et on ne sait plus si on a, si on n'a pas. Enfin, vous voyez bien que le Parlement est en fait en attente du bon vouloir, d'une certaine façon, un peu. Alors, un petit mot et après, c'est le sénateur. Monsieur Gosselin, il me semble. Mais c'est compliqué pour nous aussi. Un mot rapide. Mais je ne dis pas le contraire, mais Monsieur Gosselin, il me semblait vous avoir répondu en donnant une temporalité jusqu'à début juillet. Par ailleurs, permettez-moi de vous faire un petit clin d'œil sur le débat, en particulier sur les municipales. J'entends des gens dans vos rangs qui n'en veulent pas. Bon, alors attendez, maintenant, encore faudrait-il se mettre d'accord. Alors vous allez voir, Marc Fesneau, puisque vous avez la chance. Monsieur le ministre, mais le vote, effectivement, nous semble plutôt ici superfétatoire, dans la mesure où c'est au gouvernement de trancher. Vous avez les armes en main, vous aurez le rapport scientifique, peut-être qu'on l'aura d'ici là, puisque vous vous êtes engagé à le publier, mais il me paraît assez logique que le gouvernement prennent les choses, les décisions, puisque la loi Philippe Gosselin, cette mission. Mais le gouvernement a pris ses responsabilités jusque-là. D'accord, alors il y a l'Assemblée nationale là, qui vient de parler par intermédiaire de Philippe Gosselin, mais le Sénat, c'est pas mieux. Vincent Eblé, vous êtes un peu... Ne préemptez pas à l'avance ce que va dire le président. Non, mais parce que je le sais, je l'ai eu en ligne, Vincent Eblé. Vincent Eblé, vous m'entendez? Ah, c'est bloqué, non? Oui, j'ai l'impression. Il y a un problème de blocage de la liaison. Alors Philippe Gosselin, je reviens avec vous parce que, même chose, vous dites, bon, sur la gestion des masques, on en parle beaucoup, les collectivités locales ont beaucoup travaillé là-dessus, et il y a des critiques qui sont mal passées. Oui, moi je constate qu'on a eu une gestion quand même assez chaotique des masques. C'est le sujet qui restera avec les tests, je pense, dans quelques semaines, dans quelques mois. Il y a un côté sparadrap du capitaine Haddock. Très bien. Mais ce que je trouve quand même un peu fort de café, c'est que beaucoup de collectivités, je pense à des régions, je pense à des agglomérations, des intercos, des communes se sont investies pour donner des masques à leurs concitoyens et en proximité. Et heureusement que ces collectivités se sont décarcassées. Et depuis quelques jours, on en a eu la semaine dernière en Normandie et ailleurs, des parlementaires de la majorité qui montent au créneau en pointant du doigt ces collectivités qui ont distribué des masques comme si l'État ne l'avait pas fait, etc., etc. Je trouve que cette polémique est déplacée et au contraire, je me dis que heureusement qu'un certain nombre de collectivités ont pris les devants pour assurer la protection de leurs concitoyens. Est-ce que vous désapprouvez, Monsieur le Ministre, cette attitude ou est-ce que indirectement vous la validez ?
Vous posez une question qui est assez simple pour moi. Je pense que polémiquer sur une question qui a été une question très sensible pour les Français n'est pas une bonne politique, si on peut dire. D'où que ça vienne. D'où que ça vienne. J'ai vu des polémiques inverses parfois aussi, M. Gosselin, reconnaissons-le, mais moi je considère que chacun a essayé d'œuvrer, et vous l'avez très bien dit, dans les communes, dans les intercommunalités, dans les départements ou les régions. Et au fond, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et il y a eu aussi beaucoup de bonne volonté de la part de l'État. On voit bien qu'on a eu un sujet sur les masques. Il appartiendra d'ailleurs, on en a parlé tout à l'heure, à la commission d'enquête de regarder ce qui nous a amené dans cette situation de difficulté. Mais je trouve qu'il n'y a pas lieu de polémiquer sur un sujet qui est extrêmement sensible pour les Français. Et après tout, si tout le monde se saisit de la question et chacun essaie de faire au mieux, c'est plutôt une bonne nouvelle. Alors, il y a parfois des arrière-pensées. Je suis très heureux de vous l'entendre dire. Mais vous n'êtes sans doute pas étonné, Monsieur Gosselin, que je dise ça comme ça, parce que... Mais non. Parce que je considère qu'on peut avoir parfois des polémiques, on peut même parfois avoir des débats, et c'est très sain en démocratie, mais je ne considère pas que sur ce sujet-là, il y ait lieu d'avoir des polémiques. Il faut qu'on essaie de trouver les voies et moyens de rassurer les Français, de les protéger. Et le masque est une partie de la réponse, même évidemment si ça n'est pas la seule. Alors, nous avons retrouvé la connexion avec Vincent Eblé, sénateur PS de Seine-et-Marne. Je disais, Monsieur Eblé, vous écoutiez tout à l'heure Philippe Gosselin, qui disait, sur le Parlement est mis sur la touche, ça ne va pas du tout. Mais vous êtes un peu sur la même longueur d'onde, mais côté Sénat, en disant, ça marche trop vite, les ordonnances, etc. Oui, tout à fait. Il y a quelques jours, nous avons... observé que le délégué général de La République En Marche a qualifié d'irresponsables les élus d'opposition qui ont voté contre le plan de déconfinement du gouvernement. Ça n'était pas au détour d'une conversation, c'était par communiqué de presse. Donc, à un moment où on fait attention, on soupèse chacun des mots utilisés. D'abord, c'est faire peu de cas de ce que vous venez de rappeler vous-même, c'est-à-dire le vote de 2 lois d'urgence et de 2 lois de finances rectificatives qui ont trouvé une issue commune entre l'Assemblée, majorité gouvernementale, et le Sénat qui regroupe diverses oppositions, comme chacun sait. En commission mixte paritaire, nous avons trouvé une voie sur ces textes importants. Alors, si voter contre à l'occasion d'un vote indicatif sur le plan de déconfinement, c'est irresponsable, ça veut dire qu'il faudrait toujours voter les propositions du gouvernement. C'est juste le contraire d'un fonctionnement démocratique que vous semblez appeler de vos voeux et dans vos fonctions, vous y veillez, je le sais. Donc il y a une petite question là, je dirais, est-ce que vous validez ce qualificatif d'irresponsable? Et puis par ailleurs, il y a le recours aux ordonnances. Alors attendez, on va aller dans l'ordre. Est-ce que vous validez ce justificatif d'irresponsable? Je vois que la soirée est faite pour que je commente les déclarations des uns et des autres. Vous avez vu qu'ils vous interpellent, les parlementaires. Vous êtes leur ministre. Je leur parle même en dehors des plateaux télévisés. Moi, je crois qu'il faut toujours faire attention aux mots. Moi, je trouve que c'est bien, et je le prends par un autre biais, que chacun puisse prendre ses responsabilités. À vrai dire, pour tout vous dire, moi, je vais vous dire, je regrette que le Sénat n'ait pas voté pour le plan de déconfinement. Mais ça, c'est une autre chose, c'est le débat politique. Il me semblait que ça, on peut quand même se le dire. Mais irresponsable, c'est malvenu. Mais vous avez pris, en votant, vous avez pris pris une décision qui était celle de ne pas vous associer au plan de déconfinement. Oui, mais ça n'a rien d'irresponsable. Vous allez... Non, mais la question, c'est responsable. Vous essayez de me faire... je ne vais pas commenter les propos des uns et des autres, parce que... vous n'auriez pas dit c'est irresponsable, mais chacun emploie les mots qu'il veut, vous m'entendez pas. Et si j'avais quelque chose à dire à M. Eblé, je vous assure que si j'avais envie de lui dire qu'il était irresponsable, je lui dirais. Donc ce n'est pas la question. Ce n'est pas le cas. Mais moi, je regrette le vote du Sénat. Pour le coup, je regrette le vote du Sénat, parce que je pense que collectivement, nous pouvions regarder et donner un signal qui était le signal qu'après tout, nous essayons de franchir une étape difficile qui était l'étape du déconfinement. Mais je prends acte du vote du Sénat. Bien. Le Sénat a délibéré, il a voté, c'est son droit. Il n'a pas voté le plan de déconfinement, j'en prends acte. Vincent Eblé, vous vouliez aussi parler des ordonnances, parce que les ordonnances, c'est ce qui permet justement de faire passer les textes plus rapidement. Et là-dessus aussi, vous avez des critiques à émettre. Alors, je crains que ce ne soit un peu technique. C'est de la technique parlementaire. Mais les ordonnances, c'est une méthode, beaucoup de Français maintenant ont compris comment ça fonctionne, c'est une méthode qui consiste à donner en quelque sorte un pouvoir au gouvernement de se substituer dans la définition des modalités juridiques de réforme, de lui donner en quelque sorte la main et ça contourne le travail du Parlement. Alors si ça permet d'aller vite,
Pourquoi pas? Parce qu'on a été dans une situation de crise qui a nécessité une forme d'urgence. Mais quand on observe, j'irai dans le détail, l'adoption des ordonnances, on voit que ça ne permet pas toujours d'aller beaucoup plus vite et qu'ensuite, il y a un problème de validation politique, de validation démocratique, avec un retour devant le Parlement. On a des ordonnances anciennes qui n'ont pas fait l'objet de loi d'habilitation. Et donc, nous souhaitons, limiter ce recours. On est déjà, pour que nos concitoyens entendent, à une centaine, de dispositifs d'ordonnance depuis le début de la crise, toutes lois confondues. Donc, voilà. Vous demandez au ministre de limiter le recours aux ordonnances. Au Parlement le rôle qui est le sien de légiférer. Peut-être deux ou trois éléments de réponse. Le premier, c'est que les ordonnances sont prévues au titre de l'article 38 de la Constitution, mais ça, je crois que M. Eblé le partage. Deux, qu'elles ont été prévues souvent pour deux motifs, où on y a recours pour deux motifs, soit parce que les portées législatives sont tellement complexes qu'on estime que c'est plus simple de le faire par cette voie-là, soit parce qu'il y a les questions que vient de lever le président Eblé, qui est la question de la rapidité d'exécution. Reconnaissons que dans le moment que nous vivons depuis la crise du coronavirus, il y a eu un recours massif aux ordonnances. Pourquoi ? Parce que, en première intention, il y avait besoin de légiférer dans un temps très rapide. Qu'est-ce que c'est qu'une ordonnance ? C'est vous donner la capacité au gouvernement. Oui, il l'a dit, Vincent Eblé. On lui donne un cadre dans lequel il peut légiférer sans passer par le Parlement. Vincent Eblé l'a dit, oui. Le président Eblé, parce que je sais qu'il est vigilant à ces questions-là, se souviendra qu'au moment de la première loi du 23 mars, j'avais pris l'engagement, le Premier ministre aussi, de faire en sorte que même dans le processus des ordonnances, on associe autant que faire se peut le Parlement, y compris à la rédaction des ordonnances. Ce qui a été fait. Dans un certain nombre de cas, ça a été transmis au président des deux assemblées et ça a permis d'ailleurs, je le dis, un travail parfois utile d'ajustement des dispositifs dans un dialogue qui était avec les oppositions comme avec la majorité pour dire tel dispositif annonce, il faut le calibrer différemment parce qu'on sent que sur le terrain, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. On rentre dans une nouvelle phase et c'est là que veut en venir sans doute le président Eblé, c'est qu'on a d'autres textes qui viennent avec un certain nombre de processus qui visent à légiférer par ordonnance. Il y a un texte que j'aurai l'honneur de défendre au Sénat dans une huitaine de jours, donc sur différentes dispositions relatifs au coronavirus, sur des tas de sujets sur lesquels il faut qu'on légifère assez rapidement. L'engagement qu'a pris le gouvernement sur ce texte, nous étions à 33 ordonnances, nous n'en sommes plus qu'à 18, c'est d'inscrire en dur, si je peux dire, c'est-à-dire d'inscrire la loi telle que le gouvernement l'a pensée pour que le Parlement puisse se saisir pleinement de ses prérogatives. Je vois l'écueil, Monsieur le Président Eblé, il faut qu'on essaie de balancer entre les nécessités d'urgence et en même temps la nécessité que le Parlement puisse légiférer. Vous avez répondu à Vincent Eblé en disant il faut effectivement peut-être revoir un peu le volume des ordonnances et vous y êtes engagé, c'est ce que vous avez dit. On va retrouver Philippe Gosselin parce que vous posez la question de... il y a eu un acte 2 du quinquennat et maintenant l'après-coronavirus. Écoutez, l'acte 1, effectivement, s'est trouvé un peu court-circuité avec l'affaire Benalla. L'acte 2, qui faisait suite aux Gilets jaunes, à des périodes assez compliquées les mois précédents, se sont trouvés aussi court-circuités par le Covid et d'autres événements. Quid des 18 mois qui viennent? Alors, un acte 3 Macron, un nouveau gouvernement, quelles ambitions, Monsieur le Ministre, pour les mois et les semaines plus courts à venir? Est-ce qu'il y aura un acte 3 déjà du quinquennat? Je ne sais pas si on l'appellera acte 3, mais vous voyez bien que la situation créée par le coronavirus, j'en parlais tout à l'heure, va nécessiter, sur le champ économique, sur le champ social, sur le champ démocratique probablement, de réfléchir à un certain nombre d'orientations qui soient soit la prolongation d'un certain nombre de choses qui avaient été portées par cette majorité depuis 2017, soit parfois des orientations nouvelles qu'il faudra porter. On verra s'il faut le dénommer acte 3. Mais en tout cas, vous voyez bien qu'on est face à un défi de la dette, un défi économique, un défi de relance, un défi touristique. Enfin, M. Gosselin connaît ces sujets largement aussi bien que moi, qui va nécessiter la mobilisation de tous. Au fond, l'acte 3, il va être aussi un défi, si je peux me permettre, pour les oppositions. Parce que dans l'acte 1 et dans l'acte 2, on a été les uns et les autres. Et quand je dis les uns et les autres, je dis bien les uns et les autres. Peut-être trop les uns face... les uns contre les autres. Les uns contre les autres, en chien de faïence. Et il me semble que dans le défi qui est celui de notre pays, et le défi qui nous est porté dans cette crise qui est majeure, il y a à la fois ce que sera la responsabilité du gouvernement et de cette majorité, mais il y a aussi une responsabilité, on parlait de responsabilité tout à l'heure, de comment on pourra, sans se compromettre, il y a une opposition, il y a une majorité. Quels sont, dans l'acte 3, les chemins qu'on pourra faire ensemble sur les sujets économiques, sur les sujets de relance? Et il me semble qu'il y a des sujets sur lesquels nous pourrions, dans un acte 3, si c'est comme ça qu'il s'appelle, avoir les uns vis-à-vis des autres. Et ça par exemple, quel sujet?
Sur le sujet de la relance ou d'un plan de relance touristique, sur le sujet d'un plan de relance sur les questions aéronautiques et automobiles, avec l'envie quand même de procéder à une transition écologique, peut-être que nous... Sur le sujet de l'équation budgétaire, parce que l'équation budgétaire, c'est des dépenses, puis c'est des recettes. Peut-être que nous pourrions, en responsabilité, on parlait avec M. Eblé de la question de la responsabilité, essayer de trouver des voies communes. Mais ça ne procède pas seulement de l'opposition, ça procède aussi de l'attitude de la majorité. Mais je dis que c'est... nous réussirions aussi, non pas seulement un acte 3 de ce gouvernement, mais le moment qui va jusqu'en 2022, si les uns et les autres, nous regardions ce qu'est l'intérêt de la France. Puisque vous interpellez Philippe Gosselin, il vous répond rapidement, et puis après on va retrouver Vincent Eblé. Oui, moi je crois qu'il faut fixer une ligne de conduite. En réalité, il reste 18 mois très utiles avant l'élection présidentielle. Il faut la main tendue du gouvernement, vous la prenez. Que fait-on quand on voit une majorité qui, du reste, est un peu en train de s'éclater, où il y a des divergences d'approche? Quelle ligne va être choisie? Et effectivement, très concrètement, comment vous comptez envisager les choses? Ok, on ne va pas répondre à cette question ce soir, Philippe Gosselin, parce qu'il vous a tendu la main, Marc Fesneau, et puis il y a Vincent Eblé qui voudrait poser sa question. Mais on comprend bien que c'est la question qui est dans l'air. Vincent Eblé, justement, on parlait de relance économique, de finances. Votre question, là? Vous voulez qu'on en vienne aux finances? Parce que j'avais d'abord une question sur... Non, rapidement, parce que le temps galope très vite. Alors, sur les finances. Locale, je veux bien. Non, les finances, s'il vous plaît, parce que ça va être très technique. Allons-y sur les finances. Ce matin, j'écoutais Monsieur le ministre Le Maire sur France Info qui évoquait la nécessité de payer cette crise. Et il indiquait qu'il n'était pas favorable à recourir à l'impôt. On voit bien, évidemment, comment on flatte le contribuable en lui disant « en aucun cas, je n'aurai recours à l'impôt ». Mais enfin, on sait bien que si on ne paye pas par l'impôt maintenant, on va payer par la dette. Et si on paye par la dette, c'est juste de l'impôt reporté. Votre question. Ce que nos concitoyens n'auront pas à payer tout de suite, ce sont nos enfants ou nous-mêmes un peu plus tard, si on est encore jeune, qui devront bien le payer à un moment ou à un autre. Et je dois vous dire que on a aussi la possibilité, on voit le chemin, de faire travailler les Français un peu plus. Donc votre on revient s'il vous plaît. Votre question. 5 heures, beaucoup plaident ce sentier, par exemple le MEDEF, etc. On peut revenir sur l'assurance chômage. Non, on ne va pas revenir sur votre question. De la réformer, vous n'avez pas pris l'engagement de renoncer à cette réforme alors que vous avez pris l'engagement de renoncer à beaucoup d'autres, mais celle-là non. Donc dans la situation économique qui s'annonce avec beaucoup de chômeurs, réformer le système français d'assurance chômage, c'est quand même une bombe. Donc est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous bloquez sur, par exemple, la question de l'ISF? Je pense qu'il y a des Français qui pourraient payer, qui ont les moyens de payer au moins la réponse de Marc Fesneau de cette crise, parce qu'évidemment... Vincent Eblé, juste la réponse de Marc Fesneau, si vous voulez bien. Allez-y. Mais tout le monde peut y contribuer, y compris les Français les plus fortunés. Et on peut rétablir un ISF selon des modalités rénovées et réformées qui permettraient d'éviter que certains y échappent, comme c'était le cas encore il y a quelques années. Je vous laisse répondre, Marc Fesneau. Monsieur Eblé, je sais que tout le monde rêve du monde d'après, mais au fond, vous dites, pardonnez-moi, vous dites exactement avant le coronavirus la même chose après le coronavirus, c'est-à-dire le rétablissement de l'ISF. Vous êtes beaucoup plus expert que moi dans ces questions, donc je ne vais pas m'aventurer. Mais l'ISF, c'est 4 milliards d'euros, autant que je me souvienne. C'est toujours ça de prix? Oui, non, mais vous voyez bien que ça n'est pas à la mesure de ce que va être la dette et l'endettement du pays. Pourquoi se priver de ça? C'est ce que vous veux dire. Si vous refusez ces 4 milliards, vous nous dites, vous me dites, vous vous arc-boutez sur l'ISF, et je pourrais vous dire, Monsieur Eblé, vous vous arc-boutez sur l'ISF. Et donc, chacun s'arc-boute. La question qui va nous être posée va être beaucoup plus large que ça. Et ce qu'a dit Bruno Le Maire, c'est quand même que c'est par la croissance et par la dynamique créée par la croissance que nous retrouverions, plutôt que par l'impôt, qu'il faut qu'on essaie de trouver un équilibre. Et c'est bien le débat que nous aurons sans doute dans le PLFR3 et à la rentrée au moment du budget. En tout cas, vous l'avez bien introduit, Vincent Eblé. Merci beaucoup, Vincent Eblé et Philippe Gosselin, d'avoir été en duplex avec nous pour Audition Publique. Il est largement temps maintenant de retrouver le regard d'Yves Tréhard du Figaro. Bonsoir Yves. Bonsoir Francis, Monsieur le ministre, bonsoir. J'écoutais le président Eblé et il m'a inspiré une idée. Très bien. Vous avez... président de la Commission des finances au Sénat, c'est pour ça qu'on dit président. Sur l'ISF, vous ne l'avez pas complètement supprimé l'ISF. Et pourquoi
vous ne supprimeriez pas l'ISF sur l'immobilier pour relancer le marché de l'immobilier, qui est en train de s'effondrer. Je vois que la boîte à idées est sortie. Vous voyez bien qu'entre ce que vous proposez, vous, et le président Eblé, il y a une petite différence. Et justement, il faut choisir. oui. Vous, le président Eblé, et sans doute M. Gosselin, s'il avait parlé de ce sujet, on aurait une petite différence. Il faut qu'on essaie de trouver un chemin les uns et les autres. Ça serait une piste pour relancer l'immobilier. L'idée, c'est quand même plutôt de stabiliser le taux de prélèvement. Vous voyez bien qu'on est plutôt dans un registre de dépenses qui sont très accrues, et c'est normal dans la période de crise que nous avons vécue. Je signale que le président de la République et la chancelière Merkel ont annoncé un certain nombre de mesures qui vont... 500 milliards d'euros. Oui, qui vont quand même très loin et qui permettront aussi de répondre au défi qui est devant nous, celui de la relance. Justement, c'est ça, j'ai un doute sur cette enveloppe de 500 milliards d'euros. Madame Merkel avait l'air pleine de bons sentiments. Est-ce que ces fonds, les États vont devoir les rembourser une fois qu'ils seront exploités? Il faut regarder le mécanisme. Ça, je ne peux pas vous répondre sur cette question-là, mais en tout cas, la volonté qui a été manifestée par le président de la République et la chancelière Merkel, c'est d'identifier et en commun de gérer une dette, en tout cas une partie de cette dette qui sera créée par ces fonds, et de mobiliser des moyens à hauteur de 500 milliards qui viennent s'ajouter d'ailleurs aux sommes qui avaient déjà été prévues. Mais la nouveauté, on verra comment ça va se traduire comme proposition de la Commission européenne. Là, c'est une parole comme ce qu'on appelle le couple franco-allemand, en tout cas c'est comme ça qu'on l'appelle en France. C'est une volonté de partager aussi l'effort de la dette. Et donc, évidemment, il faudra bien sans doute le rembourser. Mais la question, et je trouve que ce qui est posé et qui est intéressant, c'est à la fois le fait de ne pas renoncer sur les questions centrales que sont les indépendances stratégiques, la transition écologique, et en même temps de mettre puissamment des moyens européens et de façon mutualisée. Il faut que l'Europe se redresse face à la Chine et aux États-Unis. Et je trouve que le message qui a été envoyé par la chancelière et par le président est un assez joli message au moment où beaucoup de gens doutent de l'Europe, et j'espère que ça se traduira. Et du coup, franco-allemand en particulier. Et alors, ils étaient côte à côte, l'Allemagne, la France, vous voyez où je veux en venir, deux systèmes de santé qui coûtent le même prix. Il y en a un qui a très bien marché et pas l'autre. Le français n'a pas bien marché. Pourquoi? On a des questionnements... Alors, certains disent que c'est une affaire de décentralisation ou pas décentralisation. Je ne suis pas sûr que ce soit comme ça qu'il faille poser le problème. Le système italien est extrêmement décentralisé et j'ai cru voir qu'ils avaient des difficultés. Il me semble qu'il faudra faire un bilan un peu avec rebours de ce qui va s'être passé, y compris en Allemagne. Alors en Allemagne, vous savez que ce sont des instituts hospitaliers privatisés, un peu comme l'école publique, l'école sous contrat en France. Sous contrat en France, oui, je connais mal, mais j'ai perçu ça. Avec de l'argent qui est public. Sur quoi ça peut nous interroger, nous, Français, c'est est-ce que le système était assez agile, au fond? Quelle est la capacité pour prendre un mot un peu savant, la capacité de résilience d'un système? C'est à partir d'une dépense publique, comment face à un virus comme celui-là, on peut réagir rapidement? Comment on peut passer de 5 000 à 15 000 bureaucratie. En tout cas, on entend, et le ministre Véran le dit, c'est-à-dire comment on peut réorganiser, et j'entends chez les personnels soignants à la fois la question de la revalorisation personnelle, salariale, mais aussi la question d'un système qui s'est trop bureaucratisé. Alors il faut peut-être changer de monde. Il y a eu des erreurs politiques. Mais disons aussi des choses. Dans le pic épidémique que nous avons connu, le système hospitalier a tenu. Il faut quand même rendre cet hommage. Vous reconnaissez quand même que par rapport à l'Allemagne, on n'a pas été bon. Mais on peut se poser des questions. En première intention, on a le sentiment que le système allemand a été moins en tension. D'accord. Mais le système français a résisté. Alors, il faut peut-être changer de monde. Et ça, on doit aux personnels soignants et à la capacité de mobilisation et d'agilité du personnel soignant. Quelqu'un que vous connaissez bien, qui s'appelle François Bayrou, s'est exprimé hier. Il a dit il faut un nouveau modèle d'organisation de la société. Alors c'est vague, on sait que François Bayrou a souvent des très belles formules littéraires, générales, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous dites que ça passe pas nécessairement par de la décentralisation supplémentaire. Moi, je pense que c'est quoi un nouveau modèle de société? Est-ce que c'est plutôt... Ça nous renvoie à Chaban-Delmas. Est-ce que c'est... Pour moi, il y a deux sujets. C'est d'abord quand les collectivités ont des compétences, est-ce qu'elles peuvent les exercer pleinement? Est-ce qu'il n'y a pas un enchevêtrement de compétences entre elles et avec l'État qui fait qu'au fond, personne ne décide? Mais liberté et compétence, ça va avec responsabilité. C'est-à-dire que quand une crise vient ou quand un sujet vient, ça veut dire que les collectivités s'en emparent seules. Au fond, d'ailleurs, les Länder allemands, quand ils ont un problème, ils le gèrent eux-mêmes sans se retourner vers leur État fédéral. Donc c'est un changement de culture. Ou parfois ils s'opposent à l'État fédéral. Parfois ils s'y opposent. C'est un changement de culture. Donc c'est un sujet de est-ce que dans la décentralisation, les pouvoirs sont bien assumés par ceux qui devraient les assumer? Et donc, la réponse est non. La réponse est non. On voit bien qu'il y a des enchevêtrements qui restent. D'accord. Et c'était la question d'ailleurs de la loi 3D qui est portée par Jacqueline Gouraud et que le président de la République et le gouvernement portent, parce qu'il y a une question, il y a une deuxième question là-dedans,
que porte aussi François Bayrou, c'est la question de la différenciation. Ouais. C'est est-ce que les réponses sont les mêmes d'un territoire à l'autre? Et ça, peut-être, je pense que non, il faut regarder. Alors, donc il faut changer la Constitution pour ça, pour faire en sorte que oui, il faut quand même qu'on... une région adapte différemment. Il faut changer la Notre Constitution. pays, oui, notre pays est assez paradoxal, c'est qu'il est très attaché au principe d'égalité Mhm. et qu'en même temps, il réclame beaucoup de différenciation. Et donc, il faut conjuguer cet esprit d'égalité en disant il ne faut pas que ce soit différent d'une région à une autre, et en même temps, les mêmes qui disent il faut... Pourtant, on le vit actuellement entre les rouges et les verts. Oui, mais c'est... Hein mais je le disais tout à l'heure en introduction, C'est Koh-Lanta. c'est la première... Je ne sais pas si c'est Koh-Lanta, parce que ça serait, Non. ça serait un jeu, ce qui n'est pas le cas. Plaisante, et Mais c'est j'avais vraiment compris que pas vous un jeu. plaisantiez. Mais c'est la première fois qu'on met à l'œuvre ce qu'avait dit le président de la République, je vous D'accord. en irons attentif, au moment du Congrès des maires de 2017, le principe de différenciation, on l'a mis en œuvre au moment du plan de déconfinement. Yves. Donc, il faut d'après vous, il faut une. Il y a une réflexion à révision porter là-dessus. Constitutionnelle. Ça doit porter sur une question constitutionnelle. Vous savez, il y a eu une formule pendant la campagne présidentielle du président de la République qui disait pacte girondin. Il faut aller vers un pacte girondin. On a surtout vu le Jacobin au début de son quinquennat. Est-ce que vous êtes favorable à ce pacte girondin? Et est-ce que vous estimez qu'à la faveur de cette crise, l'exécutif auquel vous appartenez s'est rapproché justement des élus locaux? Mais moi, je vais vous dire, je suis un élu local. Hier soir minuit, je suis redevenu élu local, conseiller municipal dans ma commune. Marche Noire dans le Loir-et-Cher. Donc je me sens très à l'aise dans ce gouvernement et dans cette majorité sur la question locale. Je trouve qu'il y a une grande injustice qui nous est faite sur la question girondin-jacobin. Vraiment une grande injustice. Qui est Pardonnez-moi. faite au gouvernement. Qui nous est faite au gouvernement et à cette majorité. Pardonnez-moi, quand dans le précédent quinquennat, sur un coin de table un dimanche soir, et vous savez très bien à quoi je fais référence, on a décidé de découper les régions en faisant fi de leur histoire, de leur culture, de leur champ économique, de leur coopération, vous croyez que c'était girondin ou que c'était jacobin? Oui. Pardonnez-moi. C'était politique d'abord. Quand sur un coin de table, parce qu'il fallait donner des gages d'un point de vue budgétaire, on a décidé de rabioter en 2 ou 3 ans 13 milliards d'euros aux collectivités locales sans les prévenir de rien, vous croyez que c'était jacobin ou que c'était girondin? Nous, on a stabilisé les C'était valsiste, probablement. Comment? C'était valsiste, non? C'était même avant cet épisode-là, peu importe. Mais je veux dire, je ne vais pas me laisser donner des leçons de jacobinisme à des prédécesseurs qui n'ont passé leur temps à ça. Alors peut-être qu'on n'a pas été assez clair, peut-être qu'on a été maladroit. Ok, mais sur le fond, ce gouvernement, sur cette question-là, il est très ouvert. Il est beaucoup plus ouvert. Je rappelle que dans la révision constitutionnelle, nous avions introduit la question de la différenciation. Donc je suis assez à l'aise pour voyager avec ce sujet dans les mois qui viennent. 2 ou 3 petites choses. La majorité présidentielle va prendre un petit coup là dans la semaine, puisqu'il y a un nouveau groupe qui va se constituer. Donc elle n'aura plus la majorité absolue, le parti présidentiel. Mais pour le MoDem, c'est royal. C'est-à-dire que vous sortez renforcé de cette affaire, parce que vous bougez pas. Et vous allez devenir un allié absolument indispensable pour la majorité. Mais nous étions déjà un allié solide et indispensable. Et au gré des mois et des années depuis 2017, nous avions pu acquérir cette place dans la majorité présidentielle. Et donc ça crée à la fois des obligations, et plutôt des obligations de solidité comme le groupe MoDem a pu montrer et démontrer depuis 3 ans. Il n'est pas question de se lancer dans quelque chose qui ressemblerait à du marchandage. Le parti présidentiel part un peu en lambeaux, finalement. Il s'était constitué rapidement. Il perd un député, je crois, tous les 2 mois. Oui, enfin, il y avait 300... Oui, très bien. C'est un parti qui était nouveau, avec un certain nombre de gens qui n'avaient pas d'expérience politique. Oui. Et ça se voit. Je trouve pas... Ce sont des amateurs, non? Non. Je ne trouve pas... Non, simplement, ils n'ont pas le cynisme d'autres. D'accord. Si c'est ça ce que vous voulez dire par amateur, oui, ils n'ont pas le cynisme d'autres. Alors parfois, ça a des avantages, et moi je trouve que ça a beaucoup d'avantages. Parfois, ça peut avoir des inconvénients. Mais enfin, quand même, d'avoir des gens qui ne regardent pas le monde politique uniquement avec cynisme, avec un peu de nouveauté, avec un regard un peu neuf, ça fait, je vous assure, pour moi qui suis... Vous rendez un hommage aux macronistes. C'est de la fraîcheur. C'est bien. Il reste 10 secondes. Je vais vous dire, c'est bien. Juste une petite... hier, le président de la République a rendu hommage et a célébré le président de Gaulle. Il a célébré le colonel pendant la guerre de 40, qui a résisté aux Allemands, qui a tenté de résister aux Allemands. De Gaulle, c'est la référence pour Emmanuel Macron, c'est la référence pour quelqu'un comme vous, alors que François Bayrou, il est de l'école Le Canuet. Alors en un mot, François Bayrou a dit hier dans une émission télévisée qu'il n'était pas complètement sur la ligne historique de notre famille de pensée, qui n'était pas très gaulienne. Moi, je trouve que la figure historique, le parcours du général de Gaulle est exemplaire à bien des égards. C'est une référence pour vous. En 40, pendant la guerre, à la sortie de la guerre. C'est une référence. Je trouve que l'homme, le comportement, le président de la République,
est exemplaire à bien des égards. Et je trouve que saluer des figures exemplaires dans l'histoire de France, il y en a d'autres, mais celle-là est éminente, je trouve que c'est bien. Merci Marc Fesneau. Merci Yves d'abord. Merci Marc Fesneau, c'est la fin de votre audition publique. Non, en dernier. Et puis merci aussi à nos parlementaires qui ont été frustrés, j'imagine. Mais bon, là, ça va très vite pour tout le monde. C'est la fin d'audition publique qui revient lundi prochain à 19h. Bonne soirée.